Cette conférence va maintenant être enregistrée. La radioactivité, donc, elle a été découverte initialement par Henri Becquerel, donc, qui a observé qu'il y avait certaines substances qui émettaient des rayonnements, d'accord? Et que ces rayonnements-là étaient capables de traverser la matière. Après, suite à cela, il y a eu de nombreuses avancées en ce qui concerne la radioactivité, bien que souvent, quand on parle de radioactivité, on pense au mauvais côté de la radioactivité, c'est-à-dire ses inconvénients. Donc, on pense à ses applications nucléaires, on pense aux bombes atomiques, d'accord? Mais sachez qu'il y a beaucoup d'avantages de la radioactivité, notamment les applications médicales. Donc, la radioactivité, elle est utilisée autant que traceur radioactif pour diagnostiquer des maladies. Elle est utilisée pour le traitement de cancer. Donc, on va voir vers la fin de cette représentation certaines applications médicales. Il y a aussi des applications géologiques qu'on connaît jusque-là. Ben, je pense c'est la datation et la datation avec le carbone 14 justement utilise bien sûr des principes de la radioactivité. Très bien. Donc ça c'est un peu le début de l'histoire de la radioactivité et ensuite quelques applications de la radioactivité. Pour un peu comprendre d'où vient la radioactivité, quelle est l'origine ou la source de la radioactivité, comment un élément peut devenir radioactif, comment un élément peut émettre un rayonnement et donc devenir radioactif. Donc, vous connaissez déjà la structure de l'atome. Vous savez déjà que l'atome est constitué d'un noyau. Ce noyau est chargé positivement. Il est constitué de neutrons et de protons. Et autour du noyau gravitent les électrons. Vous savez également donc que l'atome peut être représenté ou symbolisé comme suit, c'est-à-dire un élément X, où vous avez le nombre de nucléons qui est égal au nombre de protons plus nombre de neutrons, et en bas c'est Z, c'est le nombre de charges qui représente le nombre d'électrons et également le nombre de protons. Très bien. Donc jusque-là, donc je pense que c'est acquis. Maintenant, on va parler de quelque chose de nouveau, c'est les isotopes. D'accord? C'est navair. Les isotopes, donc c'est quoi? Un atome peut avoir plusieurs isotopes. Donc, ils ont des nombres de neutrons différents, d'accord? Et des nombres de protons identiques. D'accord? Par exemple, le carbone, on parlait tout à l'heure de carbone 14, on parlait de la datation de carbone 14. Donc, ça utilise justement des isotopes. Donc, le carbone, c'est 12, le numéro de masse c'est 12 et non pas 14. Donc, si on rencontre des isotopes, c'est parce que ces isotopes-là, vous le voyez ici, donc vous le voyez ici, donc vous avez ici le carbone 12 qu'on connaît, ce carbone 12 qui est donc stable, il contient 6 protons, il contient 6 électrons, il contient 6 neutrons. D'accord? Le carbone 13, lui, il contient, vous voyez, toujours les protons sont identiques. Il contient 6 protons, 6 électrons et 7 neutrons. Et le carbone 14, il contient 6 protons, il contient 8 neutrons et il contient 6 électrons. D'accord? Donc, vous voyez que deux isotopes, ce sont deux isotopes d'un même élément. Donc, ici, vous voyez qu'à chaque fois, il s'agit du carbone. D'accord? Avec des nombres d'électrons, bien sûr, qui sont identiques. Ça ne change pas. Les nombres de protons qui est identique et les nombres de neutrons qui sont différents. D'accord? On peut aller aussi pour l'hydrogène. Il a aussi des isotopes qui sont le deutérium et le tritium. Avec le deutérium, donc, il a deux
donc deux neutrons, un neutron, parce qu'ici il y a un proton et un électron. Donc ici, il y a un proton et un neutron dans le deutérium. Et puis ici, il y a un proton et deux neutrons dans le tritium. D'accord? Donc, pourquoi un élément devient radioactif? Parce que justement, c'est ça, c'est qu'à l'intérieur du noyau, il y a une surcharge, un excès de neutrons qui fait que le noyau devient instable et c'est la raison pour laquelle il va devenir radioactif et il va émettre un rayonnement. On peut parler d'isotopes, mais on peut parler d'isotones aussi, d'accord? Les isotones, c'est l'inverse de l'isotope. Alors, on a dit que les isotopes, ils ont les mêmes nombres de protons, mais des nombres de neutrons différents. On peut parler d'isotones. Là, c'est le contraire. Ils ont le même nombre de protons, même nombre de neutrons et des nombres de protons qui sont différents. Et donc, entre l'isotone et l'isotope, la différence, c'est que dans les isotopes, il s'agit du même élément, comme on l'a vu ici. Donc, il s'agit toujours ici carbone, carbone, carbone. Ici, hydrogène, hydrogène, hydrogène. Donc, il s'agit du même élément. Mais dans les isotones, c'est deux éléments carrément différents. D'accord? Si je prends maintenant le carbone 13, il possède 6 protons et 7 neutrons. L'azote possède 7 protons et également 7 neutrons. Donc, on a dit même nombre de neutrons. Vous le voyez ici, 7 neutrons, 7 neutrons. Mais le nombre de protons est différent. D'accord? Pour un peu ne pas se perdre entre isotope et isotone, donc isotope, même nombre de protons. Donc, il y a P, isotope, même nombre de protons. Isotone, il y a N, isotone, même nombre de neutrons. Ça, c'est ce qu'on appelle des astuces mnémotechniques pour pouvoir un peu se mémoriser certains faits. Très bien. Il y a aussi les isobars. Donc, on a vu les isotopes, on a vu les isotones, et il y a aussi les isobars. Les isobars, ça veut dire deux atomes qui ont le nombre total de nucléons, c'est-à-dire protons plus neutrons identiques, d'accord? Par exemple, le carbone 14 et l'azote 14. Sauf qu'à l'intérieur, c'est différent. Alors, l'azote 14 possède tous les deux le même nombre de nucléons 14. Vous voyez, carbone 14 et azote 14. Le carbone a 6 protons et 8 neutrons. 6 plus 8, ça fait 14. Et l'azote, il a 7 protons plus 7 neutrons. D'accord? Les isobars, ils ont le même nombre, nombre de masse A. D'accord? Des A identiques. En fait, ce qui nous intéresse le plus entre ces différentes variantes, c'est les isotopes. Hein. C'est les isotopes qui font la radioactivité. C'est l'isotope parce qu'il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, derrière le noyau, il y a une surcharge parce qu'il y a des neutrons en plus, d'accord? Ça fait que le noyau devient instable et qui devient radioactif. Donc, on parle de radioactivité. Pardon. On parle de radioactivité lorsqu'un noyau se désintègre spontanément pour former d'autres éléments. D'accord? La radioactivité, pourquoi elle est dite nucléaire? Car elle concerne le noyau. C'est le noyau qui est instable. Pourquoi il est instable, le noyau? Parce qu'il y a une différence entre les neutrons et les protons. Il y a plus de neutrons généralement ou plus de protons qui fait que le noyau devient instable. C'est juste pour vous dire c'est quoi la radioactivité. C'est un noyau qui se désintègre spontanément. C'est ça la radioactivité. Maintenant, la radioactivité, pourquoi elle est dite nucléaire? Car elle concerne le noyau. Et pourquoi le noyau il devient instable et il se désintègre? Parce qu'il y a une différence entre le nombre de protons et de protons. Pour comprendre tout ça et connaître les différents types, il faut voir ce qu'on appelle la carte NZ. Cette carte NZ, elle nous donne un graphique qui représente Z, le nombre de protons, par rapport au nombre de neutrons. D'accord?
Alors, dans cette carte, vous voyez qu'il y a des régions qui sont colorées. Alors, vous voyez ici, par exemple, en rouge, c'est le rayonnement bêta+. En bleu, c'est le rayonnement bêta-, d'accord? En jaune, c'est le rayonnement alpha, d'accord? Et en P, c'est le rayonnement de protons. Et puis, en vert, c'est la fission spontanée. Tout ça, on va le voir tout à l'heure. Et puis, à l'intérieur, ce que vous voyez en noir, c'est ce qu'on appelle la vallée de stabilité. C'est-à-dire, ces éléments-là, ceux qui sont en noir au milieu, ce sont des éléments qui sont stables. Je vous rappelle ici qu'on a la variation du nombre de protons en fonction du nombre de neutrons. D'accord? Ceux qui sont en dessous de cette vallée de stabilité, yani تحت la vallée de stabilité, généralement, ils émettent un rayonnement bêta-, en bleu. Vous le voyez? Ceux qui sont en dessus de cette vallée de stabilité, ils émettent des rayonnements bêta+. Ceux qui sont là en jaune, c'est le rayonnement alpha. D'accord? C'est les plus importants. Au milieu, ils sont stables. Et puis, ce qu'il y a en vert, c'est la fission. Très bien. Alors, on a dit au-dessous des noyaux stables, ce qui était en noir, on trouve en bleu les noyaux qui sont trop riches en neutrons. Ils ont beaucoup de neutrons. Ces noyaux reviennent vers la ligne de stabilité. vers la ligne de stabilité. Ils donnent une désintégration bêta-. Ça veut dire qu'ils vont donner des électrons. Et s'ils vont donner des électrons, qu'est-ce qu'il va y avoir? Au sein du noyau, un neutron va être transformé en proton. Un neutron va être transformé en proton. Maintenant, faut la vallée de stabilité, ceux qui étaient en rouge, ce sont des noyaux qui sont riches en protons. Où les noyaux, ils se désintègrent pour revenir vers la vallée de stabilité. Ils donnent des rayonnements bêta+. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont capturer des électrons qui, au sein du noyau, va transformer un proton en un neutron. Maintenant, les noyaux qui sont lourds, qui sont riches en protons, vont revenir vers la vallée de stabilité par désintégration alpha. Enfin, les noyaux qui sont très très lourds se fusionnent en donnant naissance à des produits de désintégration plus légers. Vous allez me dire peut-être, ou vous êtes en train de vous poser la question, c'est quoi un rayonnement bêta-, c'est quoi un rayonnement bêta+, et c'est quoi un rayonnement alpha? La réponse va venir tout de suite. Alors, il y a Rutherford, enfin, c'est le même Rutherford dont on a parlé quand on a évoqué l'histoire de l'atome. Rutherford, et je vous ai dit, quand on a parlé de l'histoire de l'atome, à l'époque, Rutherford est en train d'étudier la radioactivité. C'est suite à cela qu'il a découvert que finalement, l'atome n'était pas rempli à l'intérieur, comme le disait Dalton. Il a découvert que l'atome, le dakhel, était vide. Donc, il y avait le noyau, il y avait beaucoup de vide et autour, il y avait des électrons. C'est parce qu'il faisait des expériences à l'époque sur la radioactivité. Maintenant, Rutherford, en 1899, il a classé les émissions radioactives en 4 types d'émissions. Les voilà, alpha, bêta, gamma et les neutrons. D'accord? Alpha, bêta, gamma et les neutrons. D'accord? Ce classement, il a fait comment? Comment qu'il les a classés? En fonction de leur charge et leur puissance de pénétration. D'accord? D'accord? C'est-à-dire, alors, on a les particules alpha, c'est quoi? C'est des noyaux d'hélium émises avec une vitesse de 20 000 km/s, facilement arrêtées avec une feuille de papier. Donc, les particules alpha, on peut les arrêter avec une feuille de papier, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas traverser le papier. Les particules bêta se divisent en 2 sous-particules, à savoir les bêta- et les bêta+. Les bêta-, c'est des électrons. Ils sont émis à vitesse de 280 000 km/s et arrêtés par une feuille d'aluminium.
Je vous rappelle que Rutherford a fait un classement des différents rayonnements. Donc, on a 4 types de rayonnements, alpha, bêta, gamma, d'accord, et les neutrons, d'accord. Il les a classés à la donc, la particule alpha ne peut pas traverser une feuille de papier. La particule bêta-, elle peut être arrêtée par une feuille d'aluminium. La particule bêta-, c'est des électrons. La particule bêta+, c'est des positrons. C'est l'axe de l'électron, un anti-électron. C'est la même vitesse entre les bêta- et les bêta+, sauf que les bêta+, donc, ils sont traversés, ils sont arrêtés lorsqu'ils traversent la matière. Vient après, le rayonnement gamma, c'est une onde électromagnétique. Vous vous rappelez les ondes électromagnétiques, d'accord? C'est comme la lumière. Donc, avec une longueur d'onde de 10 puissance moins 4 nanomètres. Quand on a parlé la dernière fois dans le cours du spectre électromagnétique, on a parlé de rayonnement gamma. Et le rayonnement gamma peut être arrêté avec quelques mètres de béton. Pour comprendre tout ça, je vous ai schématisé donc les différentes barrières. Donc, la particule bêta, elle peut être arrêtée par une feuille d'aluminium. La particule alpha peut être arrêtée par une feuille de papier. Et la particule gamma ou le rayonnement gamma, c'est un rayonnement électromagnétique, il va être arrêté par un mur ou là quelques mètres de béton. D'accord? Le point, il est important. C'est important de savoir la force ou la force de pénétration par les différentes particules. Très bien, on continue. On va maintenant expliquer c'est quoi la désintégration alpha, c'est quoi la désintégration bêta et c'est quoi le rayonnement gamma. D'accord? Alors, c'est quoi une désintégration alpha? Un noyau lourd, l'effet trop de neutrons et trop de protons se désintègre. Il émet un noyau d'hélium. Regardez la réaction en bas. Vous avez un noyau lourd, d'accord, qui va émettre une particule alpha. C'est quoi une particule alpha? C'est l'hélium, d'accord? Et puis, il va donner un noyau qui est plus léger, d'accord? Le noyau qui est plus fourni, c'est-à-dire l'yintage de cette réaction, va être dans un état excité. Ça veut dire quoi un état excité? C'est comme ce qu'on a dit la dernière fois. Ça veut dire que les électrons de l'état fondamental. Ils sont en train d'occuper des niveaux d'énergie supérieurs. Ou l'état fondamental, c'est le classement des orbitales atomiques à la règle de Klashkovsky. La règle de Klashkovsky me donne le classement des orbitales atomiques dans l'état fondamental. Maintenant, quand un noyau ou un atome est dans un état excité, ça veut dire tout simplement les électrons la règle de Klashkovsky, ils occupent des niveaux supérieurs. Des niveaux supérieurs. L'état excité, c'est comme ce qu'on a vu la dernière fois. On a dit un électron qui joue un état fondamental, un état supérieur ou un état supérieur, il est dans un état excité. Les états, c'est quoi? Les états, c'est des niveaux d'énergie. Donc, l'électron qui joue un niveau d'énergie bas vers un niveau d'énergie élevé, il devient dans un état excité. Donc, et le classement, d'habitude, on a utilisé la règle de Klashkovsky, les niveaux d'énergie, mais le plus faible vers le plus élevé. D'accord? Le noyau d'hélium qui est produit ici, c'est la particule alpha ou le rayon alpha, est éjecté avec une certaine vitesse. Très bien. Voilà l'équation générale de désintégration. L'équation générale de désintégration pour une particule alpha. Comment écrire une réaction ou une équation, d'accord? Apprendre à écrire. Dans l'examen, vous allez avoir une réaction ou une équation de désintégration que vous devez apprendre à équilibrer. D'accord? Vous voyez comment cette réaction elle est équilibrée? Ça, c'est une équation de désintégration pour un rayonnement alpha. Vous avez l'élément X, d'accord, avec A, Z. Il fournit
une particule alpha, elle est là, 4, 2. Et puis l'élément qui est fourni là, ça va être A-4 et Z-2. D'accord? باش كي نجي نجمع هنا A-4 plus 4 تعطيني A و Z-2 plus 2 تعطيني A. Donc il faudrait que المجموع تاع هنا tout ce qui est là, d'accord? المجموع تاع tout ce qui est là sera égal تاع واش كاين هنا. المجموع تاع tout ce qui est là sera égal تاع المجموع هنا. والمجموع تاع tout ce qui est là doit être égal à ce qui est là. D'accord? Ça, c'est important. On vous dit la plupart des désintégrations alpha se produisent avec les noyaux lourds. وقتاش تكون عندي une désintégration alpha, c'est lorsque A est supérieur à 200 ou Z supérieur à 83. Ce n'est pas en même temps. Il ne faut pas croire que A est supérieur à 200 et aussi Z supérieur à 83. C'est soit l'un, soit l'autre. D'accord? Et la plupart des particules alpha possèdent une grande énergie qui est de l'ordre du méga-électron-volt. Nous avons vu la dernière fois l'électron-volt. Un électron-volt, c'est 1,6 10 puissance moins 19 joules. Et un méga-électron-volt, c'est 10 puissance 6 électron-volt. Un méga-électron-volt, c'est 10 puissance 6, je vais l'écrire ici. Un méga-électron-volt, c'est 10 puissance 6 électron-volt. D'accord? 10 puissance 6 électron-volt. D'accord? Donc ça, c'est pour la particule alpha. On passe à la désintégration bêta. Alors, un noyau qui est chargé en neutrons, il faut toujours se rappeler la carte qu'on a vue tout à l'heure. Ils sont riches en neutrons. Ils se désintègrent en émettant un électron. D'accord? Dans le noyau, un neutron se transforme en un proton et un électron. D'accord? Donc, l'électron, rayonnement bêta, est éjecté avec une certaine vitesse. Et le noyau résiduel se trouve dans un état excité. À chaque fois que vous avez une réaction de désintégration, le noyau qui est produit se trouve toujours dans un état excité. Ça veut dire quoi dans un état excité? Je répète, ça veut dire que les électrons ne sont pas qui m'a la règle de Klashkovsky. Ils sont dans des états d'énergie élevés. D'accord? Regardez ici ce qui s'est passé. On a du cobalt, d'accord, qui a produit un électron. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un proton, il y a un neutron plutôt qui s'est transformé en proton. Un neutron qui s'est transformé en proton. هنا كان عندي un neutron. شوفوا هنا. Donc هنا ولا عندي 28. Ça veut dire il y a un proton Z زيادة. C'est un neutron qui s'est transformé en proton. D'accord? C'est un neutron qui s'est transformé en proton et un électron qui a été produit. Comment écrire les réactions de désintégration? L'équation de désintégration, je vous rappelle que le rayonnement bêta plus, il y a deux types. Il y a bêta moins, il y a bêta plus. Il y a bêta moins, il y a bêta plus. Alors, je vous emmène ici, d'accord? Je vous emmène ici. Alors, au-dessous du noyau stable, vous voyez, au-dessous des noyaux stables, ce qui est en bleu, le rayonnement bêta moins, d'accord? Ce qui est en rouge, le rayonnement bêta plus. Ce qui est en noir, c'est ce qui est stable. D'accord? En dessous de la ligne de stabilité. D'accord? Alors, on a des éléments qui sont riches en neutrons. Ils reviennent vers la ligne de stabilité par des intégrations bêta-moins. Donc, ils vont donner des électrons qui transforment un neutron en proton. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et au-dessus, c'est ce qui est en rouge, c'est le rayonnement bêta+. Vous avez des éléments qui sont riches en protons, ils reviennent vers la ligne de stabilité par des intégrations bêta+. Ils vont, au contraire, ils vont donner l'électron, ils vont capturer l'électron. Il va y avoir dans le noyau un proton qui est transformé en neutron. Ici, dans le bêta-, comme un neutron qui est transformé en proton. Ici, dans le bêta+, comme un proton qui est transformé en neutron.
Là, vous allez libérer un électron. Là, vous allez capter un électron. D'accord? Maintenant, ceux qui sont lourds, les chefnahum, regardez dans la vallée de stabilité, c'est la particule alpha, c'est ce qui est jaune. C'est les éléments qui sont très lourds. D'accord? Donc, on revient vers les rayonnements alpha, bêta, etc. Donc, là, je vous ai donné les deux équations. Donc, vous voyez ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on va avoir? Vous voyez ici, Damon, la somme. Donc, vous allez avoir ici bêta moins. Donc, Z plus 1, tu touches Z plus 1 plus moins 1. D'accord? Ça vous donne Z. Et alpha, normalement, il y a 0. Et le bêta plus, avec normalement, Z moins 1 plus 1. Donc, vous allez avoir Z. D'accord? هذا le signe moi c'est vrai qu'on كاتبينه الفوق mais احنا généralement on نكتبوا هكا l'électron. Donc normalement c'est E0 moins 1. D'accord? Et si c'est un positon, ça va être E0 plus 1. D'accord? Donc au final كي نجي نكتب l'équation de désintégration لتحت نجمع plus 1 مع Z moins 1 ça me donne Z. وهنا moins 1 Z moins plus 1 etc. D'accord? Il ne faut pas croire que parce que le signe est au fond, ça veut dire أني حنجمع مع ال A. D'accord? Très bien. Alors, la désintégration bêta fait intervenir l'émission de positons ou d'électrons. Donc, ça, c'est un électron et ça, c'est un positon ou qu'on appelle aussi un anti-électron. Très bien. Le rayonnement gamma, on a vu qu'à chaque fois qu'on avait une désintégration, que ce soit alpha, que ce soit bêta plus ou bêta moins, on produisait des atomes qui étaient dans un état excité. On a dit, c'est quoi l'état excité? Ça veut dire les électrons sont dans des états d'énergie supérieure. Et puis, lorsque ces atomes qui sont à l'état excité, c'est-à-dire qui ont l'électron plastom, يعني يهبطوا من le niveau supérieur vers le niveau inférieur, il y a émission de lumière sous forme de photons. C'est comme ce qu'on a vu la dernière fois. Et donc, on va avoir un rayonnement gamma. D'accord? Un noyau excité, excédentaire en énergie, retrouve son état équilibre, appelé état fondamental, en émettant une onde électromagnétique qui est généralement gamma. Allège gamma parce que la longueur d'onde, elle est de 10 puissance moins 4 nanomètres, comme on l'a vu tout à l'heure. D'accord? Donc, un état, à chaque fois qu'on a un atome produit, que ce soit par rayonnement alpha, bêta ou autre, un atome qui est produit dans un état excité, ça veut dire que les électrons dans des niveaux supérieurs ou qui les électrons il y a un rayonnement gamma. Ça veut dire en conclusion, ça veut dire que tous les autres types de désintégration ils sont accompagnés avec un rayonnement gamma. Parce que en premier lieu, ils produisent des atomes à l'état excité. Donc, les atomes à l'état excité vont vers l'état fondamental. Et donc, il y a toujours gamma. Gamma, le rayonnement gamma, il accompagne les autres désintégrations, que ce soit alpha, bêta plus ou bêta moins. D'accord? On passe à quelque chose d'intéressant, c'est les grandeurs qui caractérisent la radioactivité. D'accord? Les grandeurs qui caractérisent la radioactivité. Alors, pour comprendre les grandeurs, j'ai trouvé ce schéma ou cette représentation sympathique qui va vous aider à comprendre les différentes unités de mesure de la radioactivité. Alors, maintenant, si vous avez cet arbre-là qui va faire tomber des pommes, d'accord? Qui va faire tomber de pommes. Le nombre de pommes qui tombent, d'accord, peut être comparé au nombre de désintégrations par seconde, d'accord? L'unité de c'est le Becquerel. Il a Henri Becquerel, c'était le premier qui a découvert la radioactivité. Maintenant, si j'ai un bonhomme assis au-dessus de cet arbre, le nombre de pommes qui tombent, elles ne vont pas toutes tomber sur sa tête. Le nombre de pommes qui tombent sur sa tête va représenter la dose absorbée, ou l'unité de Taha, c'est le Gray. D'accord? Maintenant, l'effet laissé sur le type, d'accord? Que ce soit une bosse
ou carrément un étourdissement, d'accord, représente l'effet produit dont l'unité est le sievert. D'accord? Donc, au final, on a 3 unités. On a le becquerel qui représente l'activité radioactive, qui représente le nombre de désintégrations par seconde. C'est comme le nombre de pommes qui tombent d'un arbre. La dose absorbée, par exemple, là, en tant qu'être humain, si je reçois des doses, l'unité, tu as la dose reçue, c'est le Gray. C'est le nombre de pommes qui sont tombées, mais sur la tête du bonhomme, c'est-à-dire reçues. Maintenant, l'effet laissé, l'effet qu'on laisse sur la personne qui reçoit ou l'objet qui reçoit ou quel que soit, c'est l'effet produit, d'accord? Et l'unité terreau, c'est le sievert. On va aller vers quelque chose de plus sérieux, c'est-à-dire les définitions. Toujours dans les grandeurs de la radioactivité. L'activité, premièrement, l'activité radioactive qu'on note A, d'accord? C'est le nombre de désintégrations par seconde que subit un échantillon radioactif. L'unité TAHA est le becquerel, nombre de désintégrations par seconde. Retenez bien ces unités. Alors, à titre indicatif, le corps humain a une activité de 8000 becquerels, 8000 désintégrations par seconde, parce que même nous, on est radioactif, d'accord? Et puis, مثلا, le combustible utilisé dans un réacteur nucléaire a une activité de 10 puissance 18 becquerels, pour vous donner un peu à peu près l'échelle de valeur. La dose absorbée, d'accord? La dose absorbée, je reviens, c'est ça, c'est les pommes qui sont reçues par l'homme ou autre chose. On a l'homme, mais ça peut être n'importe quoi. C'est la dose absorbée. D'accord? C'est la quantité d'énergie déposée par un échantillon radioactif dans un organisme, quel que soit cet organisme. Son unité est le Gray, équivalent à 1 joule par kilogramme de matière irradiée. C'est quoi le Gray? C'est 1 joule par kilogramme de matière irradiée. L'unité, c'est le Gray. Maintenant, les effets biologiques. Je suis ici. Voilà. C'est l'effet laissé ou l'effet produit. D'accord? La pomme, quand elle tombe sur le bonhomme, elle peut produire des effets. Kiff, kiff. Il reçoit une certaine dose qui est en Gray et elle laisse des effets mesurés en sievert. D'accord? Donc, les effets laissés sur l'organisme, il y en a plusieurs. D'accord? Chaque rayonnement a des effets spécifiques. D'accord? Et on a essayé de trouver une unité qui tient compte des différents effets. C'est un peu difficile. Et donc, cette unité, elle est mesurée en sievert. On peut aussi mesurer un débit. Quand je dis un débit, c'est-à-dire quantité par seconde. Un peu récapituler tout ça. Alors, vous avez l'activité. C'est le nombre de désintégrations par seconde. L'unité TAHA, c'est soit le becquerel, soit le Curie. Nisbatan, il a Pierre et Marie Curie qui ont beaucoup travaillé sur la radioactivité. Alors, un Curie, c'est 3,7 10 puissance 10 becquerel. Ces unités, elles sont importantes. Maintenant, la dose. On a vu la dose. C'est l'énergie reçue. L'unité TAHA, c'est Gray. Qu'on note aussi GY, enfin, ما نكتبوش Gray, نكتبو GY. C'est comme le becquerel, ما نكتبش becquerel, نكتب BQ. Et le Curie, ما نكتبش Curie, نكتب CI. C'est la notation. On peut avoir aussi un débit de dose, يعني le Gray par heure, ou le Gray par jour, ou le Gray par minute. D'accord? Et les effets biologiques sur l'individu, c'est le sievert, c'est SV. Il y a encore des sous-unités qui mènent le Curie. C'est une sous-unité de becquerel. Un Curie, c'est 3,7 10 puissance 10 becquerel. Kain le rad, d'accord? Le rad, c'est un centigré. Centigré, c'est comme centimètre. Qui ont 1 mètre, centimètre, 10 puissance moins 2. Kif kif. Qui ont le gré, centigré, c'est 10 puissance moins 2 gré. Le centigré, c'est le rad. Rad, c'est quoi? Radiation Absorbed Dose. Donc, c'est RAD, RAD. Et le sievert, qui est le centisievert, c'est 10 puissance moins 2 sievert,
qu'on note le REM. REM, c'est quoi? C'est Röntgen équivalent MEL. Röntgen, c'est comme Becquerel, c'est comme Curie, c'est comme tous ces gens-là qui ont travaillé sur la radioactivité. D'accord? Donc, retenez l'activité surtout, d'accord? La dose et l'effet biologique. Le Curie et le Becquerel, le Gray et le Sievert, les différentes unités qu'on utilise pour mesurer la radioactivité. Maintenant, pour vous donner un peu une idée sur l'exposition naturelle qu'on est en train de subir, nous, autant qu'êtres humains, à partir des rayonnements ionisants. Alors, je vous informe que la dose annuelle, lisez ce qui est sur le tableau, d'accord? C'est 3,3 millisieverts par an, par personne. Donc, on reçoit comme effet à partir de certains phénomènes qui nous entourent, 3,3 millisieverts par an et par personne en moyenne. D'accord? D'où vient l'effet qu'on reçoit? Donc, il y a 42,5% qui proviennent du radon. Radon, c'est un gaz radioactif qui se trouve dans les sous-sols, la couche terrestre. D'accord? Et puis, il y a aussi les rayonnements. D'accord? Terrestres, c'est des minéraux. Il y a beaucoup de minéraux dans la couche terrestre qui sont radioactifs. Il y a le rayonnement cosmique, c'est-à-dire ce qui nous vient de la lumière. Après, je vais vous dire pourquoi. D'accord? Le rayonnement cosmique de la lumière, du soleil. Il y a aussi les eaux et les aliments. Certains aliments contiennent ou ils sont radioactifs. L'industrie, alors hélas, on croit que c'est l'industrie qui est en train de nous tuer. Oui, quelque part, mais ce n'est pas elle la principale source. Ça coûte 3% de ce qu'on reçoit comme effet donc dû à l'exposition, ça vient de l'industrie, 3% seulement. Et puis il y a 24,2%, c'est des expositions médicales, les différentes radiographies qu'on effectue, que ça soit, je ne sais pas, on a une panoramique pour ses dents, un téléthorax, n'importe quoi. Donc tout ça, il y a 24. Vous voyez? Donc les plus importants, c'est le radon, d'accord? Les rayonnements terrestres, d'accord? Et puis les expositions médicales. Donc, finalement, ce n'est pas l'industrie qui est en train de nous tuer avec sa radioactivité. Très bien. Je vous ai donné ce tableau à titre indicatif, c'est tout. Je ne vous demande pas de l'apprendre. C'est juste par rapport à la dose que je reçois et les modifications ou les troubles que je peux avoir. مثلا, si je reçois une dose تحت 0,05 sievert, il n'y a aucun effet. Entre 0,05 et 0,5, vous allez avoir modification de la formule sanguine. Entre 0,5 et 1, c'est en sievert, hein, vous allez observer des troubles digestifs légers, d'accord? Une épilation partielle, une fatigabilité persistante, une augmentation significative des cas de cancer, une stérilité chez la femme et chez l'homme aussi, d'accord? Entre 1 et 2 sievert, 10% de mortalité dans les mois qui suivent, d'accord? Entre 2,5 et 4, nausées, vomissements, vertiges, etc. Troubles sanguins entre 4 et 6, diarrhée, vomissement, risque de perforation intestinale. Et puis, si vous recevez entre les 100 et les 1000 sievert, c'est la mort dans les minutes qui suivent. D'accord? Ça, c'est à titre indicatif, je le rappelle, ce n'est pas à prendre. Hein. C'est juste comme une idée sur les dangers de la radioactivité. On arrive maintenant à quelque chose qui nous intéresse, nous, parce qu'au final, après ce cours, il va y avoir une série d'exercices et voilà les équations qu'on va utiliser dans des séries d'exercices. Première équation, c'est ce qu'on appelle la loi de décroissance radioactive. Au fait, c'est cette loi-là, ce que vous voyez, voilà, cette loi-là. Alors, c'est quoi ce que vous observez ici? Alors, N, c'est le nombre de noyaux radioactifs présents à l'instant T, d'accord?
N0, c'est le nombre de noyaux radioactifs initial, d'accord? Lambda, c'est la constante radioactive de l'élément, d'accord? Lambda, constante radioactive de l'élément, pour vous dire que cette constante est un élément à un autre élément, d'accord? Chaque élément radioactif a sa constante lambda. Et bien sûr, T, c'est le temps. Cette équation, elle est importante. On va l'utiliser dans la série d'exercices. On va parler aussi de période ou de demi-vie. Wesh معناتها période, wesh معناتها demi-vie. Donc, demi-vie, ça veut dire c'est le temps au bout duquel la moitié des noyaux, les canaux présents, se sont désintégrés. D'accord? La moitié, la demi-vie et le temps au bout duquel la moitié des nucléides radioactifs sont désintégrés. D'accord? Ça veut dire qu'un andi N0, vous voyez, initial. À T, il y a N0 sur 2. La moitié s'est désintégrée ou l'autre moitié قعدت. D'accord? نخرج le T1,5, c'est-à-dire le temps, parce que ce qu'il y a ici, c'est le temps. Avec l'équation اللي شفناها tout à l'heure, ce qu'il y a ici, c'est le temps. D'accord? C'est le T1,5. Je vais avoir N0 تروح مع N0, je vais avoir 1 sur 2. Après, je vais faire le logarithme des deux côtés. ونخرج la période, نسميها la période où le T1,5, c'est ln de 2 sur lambda. ln de 2 sur lambda. Lambda, c'est une constante radioactive qui change d'une espèce radioactive à une autre. D'accord? Alors, je vous donne à peu près une idée. Le polonium, par exemple, qui a une demi-vie de 1,64 10 puissance moins 4 secondes. D'accord? Le krypton, 3,16 minutes. Le strontium, 28,5 années. Vous voyez, le polonium, c'est très rapide, donc la désintégration. Vous voyez, après le krypton, c'est dans les minutes. Et puis les strontium, c'est des années. Il faut 28,5 années pour avoir la désintégration d'une moitié de la quantité. Et puis encore, le carbone, c'est pour ça qu'on utilise pour la datation. Regardez ce temps de demi-vie. D'accord? Le temps de demi-vie, c'est 5730 années. C'est pour ça qu'il est utilisé dans la datation. D'accord? Le radon, par exemple, c'est 1600 années. Et puis l'uranium, c'est 4,5 10 puissance 9 années. C'est-à-dire, une quantité, donc c'est 5,9 10 puissance. C'est pour la moitié, que la moitié soit désintégrée. D'accord? Donc, c'est juste pour vous donner aussi une idée. On arrive encore à une équation importante. On a parlé tout à l'heure d'activité. Je connais l'activité, c'est quoi? C'est le nombre de désintégrations par seconde. L'unité de taha, c'est le becquerel ou là le Curie. On en a parlé tout à l'heure. Alors, il faut savoir que l'activité, c'est quoi? L'activité A, c'est quoi? C'est lambda fois n. D'accord? C'est ce que vous voyez ici. Lambda fois n. Donc, si je reviens à l'équation de tout à l'heure, j'avais n est égal à n0 exponentielle moins lambda t. D'accord? Donc, si je multiplie partout par lambda, partout par lambda, lambda n est égal à lambda n0, d'accord? Exponentielle moins lambda t. D'accord? Et puis, je sais que lambda n, c'est l'activité A. L'activité A. Je sais que lambda n0, la voilà, je l'ai mise ici, c'est l'activité A0. Et donc, je tire une deuxième équation qui dit que A est égal à A0 exponentielle moins lambda t. Ça n'écrit pas le bout, exponentielle moins lambda t. Donc, خرجنا la première équation اللي هي هذه n est égal à n0. Là, on a une deuxième équation. C'est des noyaux. C'est des noyaux. D'accord? Noyaux. وهنا, c'est quoi? C'est l'activité. L'activité, c'est quoi? C'est le nombre de désintégrations par seconde. Donc, l'activité au temps t est égale à l'activité initiale exponentielle moins lambda t. On peut retrouver encore une autre équation. Maintenant, si je sais que la masse molaire d'un nucléide ou d'un atome,
c'est la masse de Na. C'est quoi Na? C'est le nombre d'Avogadro. D'accord? La masse molaire. Quand je dis l'azote, par exemple, la masse molaire تاعو c'est 14. D'accord? هذه la masse تاعش. C'est la masse de 6,023 1023 noyaux d'azote. D'accord? Donc, une mole, c'est la masse molaire et une mole, c'est 6,023 1023 atomes. Quand je dis atome, ça veut dire automatiquement noyau. D'accord? On peut maintenant, en combinant tout ça, نخرج vers une nouvelle équation, comme celle de tout à l'heure, m est égal à m0 exponentielle moins lambda t, toute valable. n est égal à n0 par rapport au noyau, exponentielle moins lambda t, par rapport à l'activité, a est égal à a0 exponentielle moins lambda t, et par rapport à la masse, m est égal à m0 exponentielle moins lambda t. Donc là, vous me dites, je vous ai donné un peu un tableau qui vous donne à peu près une idée sur la radioactivité dans nos aliments. L'activité en becquerel par kilogramme, becquerel par kilogramme, d'accord? Vous voyez par exemple le lait, par exemple, il a une faible activité. Le lait en poudre, par contre, il a une forte activité. Le fromage, le mouton, les saucisses, les œufs, poissons. Maintenant, le pain, par exemple, il est très radioactif. D'accord, 500 becquerels par kilogramme. Et puis le soja, le thé, par exemple. D'accord? Donc ça, c'est pour vous donner une idée sur la radioactivité dans nos aliments. Donc la radioactivité, ce n'est pas la radiographie, ce n'est pas l'imagerie médicale seulement, ce n'est pas les bombes atomiques. Il y a aussi de la radioactivité qui nous entoure. D'accord? Très bien. On arrive à encore, parce que tout à l'heure, on parlait de radioactivité naturelle, quand on parlait de rayonnement alpha, bêta, gamma, d'accord? Et puis, il y a la radioactivité provoquée, ou qui n'est pas naturelle, d'accord? Donc, il y a la fission, d'accord? La fission, c'est quoi la fission? C'est quand vous avez un noyau lourd, vous voyez ici l'uranium, qui va capturer un neutron, d'accord? Et puis, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir on va produire de l'énergie, premièrement, exactement, l'inshitar, c'est ça. Et puis, vous allez avoir 2 à 3 neutrons, et puis vous allez avoir 2 noyaux, d'accord, qui sont plus légers, d'accord? Et puis, un exemple de la fission, bien sûr, parce qu'on produit encore des protons, parce que vous produisez encore des protons, qu'est-ce qu'il va y avoir? La fission, elle peut continuer. Il dit تسلسل تاع les fissions. Donc, on peut avoir d'autres fissions et ça ne s'arrêtera pas là. On peut avoir la fusion, d'accord? Quand vous prenez deux éléments légers, d'accord? Deux corps légers, comme ici, vous avez le tritium, par exemple, et puis le deutérium, exactement. Vous les emmenez à haute température et donc ils peuvent provoquer une grande énergie libérée, Et d'ailleurs, c'est quoi? C'est ce qui se passe au niveau du soleil, d'accord? Donc le soleil, c'est un corps noir, vous vous rappelez? On en a parlé quand on a vu le cours à le rayonnement à l'atome d'hydrogène. Donc c'est un corps noir qui est justement, d'où vient le rayonnement théro? Il vient justement de la fusion entre le tritium et le deutérium à 6000 degrés, d'accord? À 6000 degrés. Et on a dit, s'il vous plaît, vous éteignez vos micros. On a dit, si vous vous rappelez, quand on a vu les expositions, il y a 9,1% qui nous vient du rayonnement cosmique. Parce que justement, quand cette réaction se produit, il y a rayonnement du Soleil, mais vous savez qu'il y a des couches dans l'atmosphère qui nous protègent, d'accord? Minha la couche d'ozone, d'accord? Donc, il y a la couche d'ozone qui nous protège des rayonnements cosmiques, justement, les rayonnements qui ne vont pas nous nuire, qui vont arriver vers nous, d'accord? Donc, le rayonnement du Soleil, le Soleil qui est un corps noir,
son rayonnement est dû justement à une réaction qui est celle de fusion, d'accord? Fusion nucléaire. La fusion, c'est quoi? C'est quand deux petits corps légers se percutent, mais à haute température. Pour le Soleil, c'est 6000 degrés Celsius. Il y a libération donc de l'énergie. Et l'exemple de la fission, l'exemple de la fission, c'est bien sûr la bombe atomique. Donc, la bombe atomique, c'est l'exemple d'une fission. Donc, vous avez l'historique un peu des différentes bombes qui ont été testées. Et puis, il faut savoir juste pour l'histoire, donc, le 13 février 1960, justement, la France aussi a effectué des essais radioactifs dans la région de Regan, donc au Sahara. Et donc, il y avait 57 expérimentations et explosions nucléaires dans notre désert qui ont été conduites entre 1960 et 1906. Ce que vous voyez là, c'est des Algériens, hein? Donc c'est des gens qui ont été captés, attachés et sur lesquels on faisait des tests. D'accord? Donc ça, c'est pour l'histoire. Et donc, voilà. Après, vient le bon côté, le côté qui nous intéresse et qui vous intéresse, vous, autant que futur médecin ou futur médecin dentiste. Donc, c'est justement l'utilisation ou les applications médicales de la radioactivité. Donc, premier type, c'est la scintigraphie. Donc, dans la scintigraphie, je vous ai expliqué le principe. Donc, on utilise un isotope radioactif. Cet isotope radioactif, c'est un émetteur de rayonnement gamma qu'on fait introduire dans le corps, soit par voie buccale ou intraveineuse ou sous-cutanée. D'accord? Et puis après, qu'est-ce qu'on va faire? Grâce à cet appareil, on va suivre le cheminement ou le chemin de cet isotope radioactif. Et après, on peut détecter, par exemple, les cellules cancéreuses. Et surtout, mieux que ça, on peut faire un dépistage précoce des cancers. Donc, ça, c'est la scintigraphie. Il y a encore une autre technique, c'est la TEP, c'est la tomographie par émission de positons. C'est aussi basé sur la radioactivité. Je vous ai expliqué le principe. Vous posez la question, ce n'est pas des trucs à retenir parce que c'est des cours, Inch'Allah, que vous allez avoir plus tard. Donc, c'est des techniques médicales. C'est juste pour vous dire que la radioactivité, il y a le mauvais côté, il y a aussi le bon côté. Et c'est les applications médicales. Et puis, sans oublier aussi la radiothérapie. La radiothérapie qu'on utilise justement pour tuer les cellules cancéreuses, pour arrêter leur production. Donc, on arrête la production de cellules cancéreuses grâce à la radiothérapie. Voilà, donc notre cours d'aujourd'hui s'achève ici.